Cette présentation avec un petit rappel. Tu sais, on parle de trading crush, on parle d'une crise économique forte, dure, la dehors, là, c'est très difficile. En fait, je me rappelle moi qu'il y a moins de 10 ans, cette société était une société qui était en fait en faillite. Certains nous invitaient à prier, puis d'autres d'ailleurs, peut-être un peu plus arrogants, proposaient en fait que l'on la ferme tout de suite. Je pense que quand on remet cela en parallèle avec ce que nous sommes devenus 10 ans après, il est important et essentiel de se rappeler cela. Et donc, le cœur de cet engin de croissance que l'on a créé est celui de l'innovation, même si aussi, quand on essaie d'expliquer le succès d'Apple, je ne saurais pas manquer de parler d'un leader, Steve Jobs, et puis de savoir aussi qu'on s'est refocalisé très vite à son arrivée sur ce que finalement on sait faire le mieux, c'est-à-dire des produits et l'engineering. Vous voyez là une gamme de produits hyper simplifiés, puisqu'on a créé 4 produits en 98, grand public, professionnel, portable et ordinateur de bureau, en venant d'une gamme de produits de près de 500. Mais fondamentalement, le choix qui a été le nôtre, c'était d'arriver sur ce qu'on appelle un carrefour stratégique et de se poser la question, alors que tout nous portait à standardiser nos produits, de savoir si oui ou non on allait encore, en 98, essayer d'innover. Et M. Borel, qui est là et qui est depuis plus de 20 ans avec Logitech, 30 ans devrais-je dire, une société qui montre que l'innovation peut être au cœur du succès, eh bien, sachez évidemment qu'Apple a choisi l'innovation. Alors plutôt que vous montrer une série de tous nos IP, comme on disait, ou autres, laissez-moi simplement partager ou expliquer à ceux d'entre vous qui avaient été genre des innovateurs et qui avaient des problèmes de financement, que l'innovation c'est aussi beaucoup d'argent. Je vous montre là la courbe qui à elle seule résume notre succès, puisque nous sommes passés de près de 6, 7, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires à cette année, à fin septembre, à près de 32 milliards. Et essayons maintenant de grapher sur cette même slide, en fait, le nombre de dollars que l'on a mis en recherche et développement. Et là, il y a aussi une petite leçon que j'aimerais partager avec vous, que l'on apprend encore, c'est que si on se focalise sur l'année 2000-2001, c'était l'éclatement de la bulle Internet, vous constatez que là, on a un chiffre d'affaires qui baissait de 32%. Et à l'opposé de tous nos compagnons de fortune ou à l'époque d'infortune, on a décidé plutôt de couper nos dépenses discrétionnaires, la pub, mais aussi la recherche et développement, de en fait accélérer nos dépenses de recherche et développement. Vous voyez le chiffre, plus 13%, et Dieu sait s'il fallait, en décembre 2000, avoir le courage, avec un write-off de près de 400 millions de dollars, d'augmenter la recherche et développement. Une recherche et développement qui, sur les années consécutives, sur plusieurs trimestres, est allée jusqu'à 7, 8, 9, 10% du chiffre d'affaires. C'est essentiellement 6, 7, 10, 15, 20 fois ce que les concurrents Dell HP consacrent à leur recherche et développement. Donc vous voyez, c'est à la fois du leadership et une focalisation qui se remet sur la recherche et développement. Alors si on regarde un peu ce qui se passe en 2008, je vous rappelle que le Credit Crush n'a pas commencé là, maintenant, le 15 septembre, mais effectivement, on date plutôt au mois d'août 2007. Et bien là aussi, paradoxalement, on a pris le même pari, puisque alors que notre chiffre d'affaires continue d'augmenter, Dieu merci, à 33%, là aussi on accélère sur la R&D, avec un chiffre d'affaires qui aujourd'hui est supérieur à 1,1 milliard. Et je crois que c'est quelque part le gage de nos produits dans les 3, 4, 5 années. Alors des produits dont il m'importe aussi de vous dire que ce n'est pas simplement les produits hardware, ce que je vous ai montré sur ce premier slide, c'est surtout un produit logiciel. J'étais heureux de voir qu'une femme travaille sur l'interface utilisateur parce que c'est effectivement une spécialité. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que cette R&D, cette recherche, cette innovation doit aussi conduire de manière concrète à sortir un nombre de produits faramineux. C'est ce qu'on fait. C'est une vraie machine à sortir les produits que Apple, 36 produits sur 52 semaines, et c'est grâce à ce succès qu'évidemment la presse, les Business Week, les BCG et autres nous ont nommés depuis de nombreuses années pour la 4e année consécutive comme la société la plus innovante. Cette innovation, elle vient des labos de R&D, ici à l'EPFL, mais aussi à Silicon Valley, en fait, dans de nombreux pays. Nos patrons de software chez nous ne sont pas nécessairement des Américains, c'est un Français, c'est vrai. Ce sont aussi des gens qui viennent de l'Asie. Et on a nombre d'Européens, certains venant de Suisse, qui en fait sont dans nos labos. On a pour le moment trop exclusivement en Suisse, je l'aimerais, vous l'aimeriez, mais non, en Californie, et qu'on commence graduellement à ouvrir sur l'Europe. Ceci, ce qui nous permet d'avoir le produit qui a été considéré le meilleur produit, l'iPhone. Mais plutôt que vous parler de nos succès, laissez-moi vous partager avec vous cette parabole. C'est la parabole du concept car. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, vous et moi, quand on va sur les salons, celui de Genève, Francfort, Paris et quelques autres,
et qu'on voit ces superbes concept cars, on dit tous que c'est ce produit-là qu'on aimerait avoir, ou qu'on aimerait voir sur le marché 2, 3, 4 années après. En fait, Jobs expliquait très clairement à quelques journalistes qui lui posaient la question que souvent ce qui se passe au milieu, c'est que, alors que l'ingénieur vient avec, ou le designer vient avec cette belle idée, ce beau produit, il va rencontrer les ingénieurs de production qui vont lui expliquer que ça va être difficile à mettre en place. Puis souvent, il va rencontrer les gens qui font les achats. Et là, qui leur explique qu'en fait, il va falloir partager le même châssis, les mêmes pneus, bref, la même carcasse, la même architecture sur plusieurs modèles. Et au global, 2, 3, 4 années après, on se retrouve avec une voiture qui n'a perdu sa saveur et qui ne ressemble plus en rien au concept car. Mais je crois que nous, cette parabole, on a essayé de la défier, on la défie chaque jour. On l'a défié avec succès pour l'essentiel des produits, avec quelques erreurs ou quelques fautes. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux d'entre vous qui nous suivent, qu'on a sorti un produit Cube, qui n'a pas été grand succès, c'était en 2000. Mais on a ici sorti ce produit extraordinaire, qui était un produit avec une boule. C'était le Sunflower, ou le Mac, qui ressemblait un petit peu à un tournesol. Je sais que pour pouvoir faire ce produit qui esthétiquement était incroyablement joli, il me manque encore aujourd'hui, on a fait une carte mère qui était ronde. Ça n'a été jamais vu, ça a fonctionné fort bien et ça nous a permis de renouveler un genre année après année qui est le iMac. Le iMac d'abord avec le All-in-One, celui des années 98, le Sunflower donc en partir de 2002-2003 et plus proche de nous, le iMac All-in-One